Et l'invité ce matin, Arnaud Montebourg, entrepreneur, cofondateur de la Compagnie des Amandes et ancien ministre de l'économie. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est avec votre casquette d'entrepreneur, effectivement, que vous venez ce matin. Après le miel français, vous vous impliquez donc maintenant dans les amandes françaises avec cette entreprise, la Compagnie des Amandes, qui a vu le jour en 2019, qui est basée à Aix-en-Provence. Pourquoi les amandes? Comment vous est venue cette idée? D'abord parce que, comme peu de Français le savent, nous importons peut-être 98% de ce que nous consommons, et nous consommons beaucoup d'amandes, 45 000 tonnes par an, n'en produisons que un petit millier de tonnes. Alors qu'en 1948, en Provence, il y avait 12 000 hectares d'amandiers. La capitale de l'amande était Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence. Et Aix était la capitale de la transformation de l'amande dans le calisson. Je rappelle toutes ces vérités. Le Nougat, qui utilise beaucoup les amandes de Provence, dont la capitale est à Montélimar, juste au nord, avait fait finalement de la France une patrie d'amandiculture. Elle a complètement disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, hein? Il y a eu en 1954 les grands gels. Et puis, comme c'est un arbre qui met du temps à venir à maturité, 6 ans avant d'avoir sa pleine maturité, eh bien, les agriculteurs, pendant 6 ans, ils travaillent, mais ils n'ont pas de récolte. Donc, c'est très difficile de replanter un arbre comme l'amandier, surtout quand toutes les productions, il y a à peu près maintenant 60 ans, ont été décimées. Alors, on a décidé de relocaliser cette production, puisque l'essentiel de ce que nous importons vient, puisque les Américains tiennent 80% de la production mondiale. Ils ont planté 445 000 hectares dans un désert où il fait 50 degrés au mois de juillet, la Californie intérieure, où il n'y a plus d'eau. Et d'ailleurs, ils arrachent. Et donc, il va bien falloir que ces amandiers reviennent dans leur berceau historique, qui est la Méditerranée. La Provence. D'ailleurs, il y a de l'amandiculture en Espagne, en Italie, un peu en Grèce, en Turquie, aussi au Maghreb, il y a quand même 400 000 hectares au Maroc, mais en France, il n'y en a plus. Donc notre projet était de relocaliser l'amandiculture, réapprendre ce métier, réutiliser la mémoire que l'INRA avait précieusement conservée, et l'INRA est dans notre capitale, et notre directeur scientifique est le chercheur, le dernier des Mohicans, le chercheur à Avignon-Montfavet dans l'amandiculture, et nous replantons. Alors là, nous avons déjà, nous sommes à 350 hectares, nous sommes déjà le premier verger de France, puisque nous avons créé l'entreprise en 2018, et nous nous associons avec des agriculteurs. Nous n'achetons jamais la terre. Nous ne sommes pas les Américains des Chinois. Avant d'y venir sur cette question-là, implication aussi des banques qui ont été frileuses aussi en termes de responsabilité, c'est à noter. Ça a été, vous l'avez dit, ça demande du temps pour avoir des résultats quand on se lance dans les amandes. Donc il y avait ce besoin aussi d'être présent aussi par rapport à des banques qui s'investissaient pas davantage, n'osaient pas, et puis par rapport aussi peut-être à l'Europe finalement qui a laissé faire le fait que finalement on lâche cette production-là. En fait, le vrai sujet pour un amandiculteur, c'est que, et c'est depuis le néolithique, depuis que l'homme travaille la nature et qu'il fait pousser des végétaux, tous les ans, il travaille et il a une récolte normalement. Mais là, il faut attendre 6 ans. Donc nous, on a décidé de révolutionner le modèle. C'est-à-dire dire, on va payer les agriculteurs pour le travail qu'ils font bien avant la récolte. Donc on a trouvé des investisseurs qui ont accepté de payer des agriculteurs qui travaillent. Enfin, on paye le travail des agriculteurs. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de profit, en tout cas, même s'il n'y a pas de récolte, même s'il n'y a pas de récolte, donc ça veut dire que nous payons les agriculteurs qui travaillent sans récolte, et puis ensuite on se retrouve, on se récupère sur les récoltes futures. Donc, si vous voulez, ça permet... Concrètement, comment ça se passe justement, cette récupération ? Écoutez, c'est un partage. On voit la rentabilité de l'arbre sur sa vie, 25 ans. Donc, on plante pour 25 ans. Et puis, on a 5-6 ans de travail où il n'y a pas de recette. Quand vous plantez du blé en hiver, vous le récoltez au mois de juillet. Quand vous plantez de la vigne, il faut 3 à 4 ans. Mais là, un amandier, c'est beaucoup plus long. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu 3500 hectares de déclaration de candidature, parce que nous avons organisé en quelque sorte la filière pour que, à la fois, on s'associe avec les agriculteurs chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'achète pas la terre. 2, on finance, on les dérisque financièrement.
Ils n'ont pas à s'endetter. On les dérisque commercialement, c'est-à-dire que nous, on assure le débouché. Pourquoi ? Parce que nous sommes le premier verger de France et nous sommes capables de répondre à la demande de la grande distribution, des nougatiers, des chocolatiers, de l'industrie cosmétique. Et nous sommes capables de dérisquer commercialement les agriculteurs sur leur plantation et puis les dérisquer techniquement, ce que j'expliquais, parce que nous travaillons en famille avec l'ensemble des agriculteurs de la mandiculture. Et dans la filière, on partage les expériences, surtout avec l'INRA, qui est avec nous. Bien sûr. Vous avez dans l'idée du coup d'étendre à de nouveaux vergers. C'est quoi les prochains finalement là écoutez, là il y en a 400 à l'étude. Ouais. On est à 350, 400. Donc si tout se passe bien à la fin de l'année, on aura doublé. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 2000 hectares. Pourquoi ? Parce que c'est la taille, c'est la bonne taille pour prendre en quelque sorte la part du Made in France du marché. On ne pourra pas remplacer les Américains à 45 000 tonnes. On pourra mettre 3-4 000 tonnes sur le marché venant de France, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, vous êtes à combien ? Écoutez, on vous le dira, puisqu'on va récolter nos premières 18 tonnes cet été. D'accord, c'est tout petit, mais c'est un début. C'est le début, puisque les arbres commencent à produire au bout de la 3e année, et que ce sont les 3e années qui arrivent à la maturité. Il y a plusieurs avantages à cette culture. Le fait qu'elle consomme, vous l'avez relevé, assez peu d'eau. C'est donc tout à fait adapté finalement aux sécheresses qu'on connaît en ce moment. Elle consomme moins d'eau que tous les fruits frais. L'abricotier, la pomme, la poire, même y compris les agrumes. Ne parlons pas de tomates, melons. L'amandier est beaucoup plus frugal en eau. Alors, il se trouve que dans le midi de la France, les installations depuis Louis XIV, Général de Gaulle, ont assuré un système d'irrigation extraordinaire. Donc, la question de l'eau ne se pose pas. Néanmoins, l'amandier est un moyen d'économiser l'eau, contrairement aux préjugés, puisque les Américains nous ont fait croire, en exploitant les nappes phréatiques et avec les techniques du forage pétrolier dans le désert de Californie, qu'il fallait beaucoup d'eau pour faire pousser l'amandier. Il faut beaucoup d'eau pour faire pousser l'amandier dans le désert, mais en Provence, il faut beaucoup moins d'eau que pour d'autres arbres. Ce matin, sur Sud Radio, Arnaud Montebourg, vous lancez un appel justement aux agriculteurs, aux propriétaires de terrain qui pourraient se lancer justement et vous rejoindre dans cette aventure. Nous offrons une bonne rentabilité du capital investi et une rémunération du travail. Nous avons d'ailleurs parmi nous, depuis quelques mois, vu arriver Artéris, la première coopérative du Midi, 1,2 milliard de chiffre d'affaires et 25 000 agriculteurs fédérés, qui sont entrés dans notre capital. Et d'ailleurs, les sociétaires, donc les agriculteurs fédérés par Artéris, s'intéressent à la compagnie des amandes comme moyen de diversifier leur production. Quand vous arrêtez la pomme pour des raisons qui sont multiples, ça peut être les conditions de culture, ça peut être l'absence de main d'œuvre, ça peut être, il y a beaucoup des questions climatiques aussi, parce que les évolutions de température sont assez sensibles dans cette région. Eh bien, la mandiculture est un outil de transformation des pratiques agricoles et de diversification du terroir et de la propriété et de l'exploitation agricole. Oui, l'idée c'est pas de faire de la monoculture, effectivement, comme on le voit aux États-Unis avec les ravages que ça produit. Un terme, transformation, vous l'avez utilisé, Arnaud Montebourg. Est-ce que on est équipé en France pour assurer la transformation de ces amandes ? Alors, pas tout à fait. Il y a des outils, mais qui sont, pour nous, qui sont pas compétitifs, puisque l'essentiel du peu d'amandiculteurs français vont faire casser les coques en Espagne. Ils reviennent. Donc, franchement, est-ce que c'est sérieux ? Donc, nous avons dit, nous allons construire l'outil pour la compagnie des amandes, une usine de casse qui va se trouver à Signes, dans le Var, près du circuit du Castellet, donc au centre de nos vergers. Dans cette usine, évidemment, tout le monde pourra venir casser, y compris toute la filière. C'est ouvert à toute la filière, ça. Oui, bien sûr, évidemment, parce que c'est un outil collectif. Notre vision, c'est de fédérer finalement tous les amandiculteurs. Par exemple, nous proposons une assurance contre le gel. Pourquoi ? Parce que nous avons une vingtaine de vergers répartis entre Vintimille, entre, on va dire, Montauban et Draguignan, Corse incluse, et que les conditions climatiques d'attaque du gel ne sont pas les mêmes. Donc, on peut mutualiser. Le problème de l'assurance, c'est quand l'agriculteur est seul face à la compagnie d'assurance, il est tout seul. Tandis que là, nous avons la chance d'être nombreux.
Votre projet avec la compagnie des amandes s'inscrit finalement totalement dans les ambitions du gouvernement actuel, à savoir la souveraineté alimentaire, mais aussi la réindustrialisation, des thèmes qui vous sont chers à ce niveau. Vous pensez qu'on en fait assez aujourd'hui ? J'ai envie de vous dire, avec un déficit commercial de 150 milliards, je rappelle que l'Italie est à plus, en excédent de 60 milliards, l'Allemagne excédent de 220 milliards, on a du souci à se faire, donc on en fait, j'ai envie de vous dire, on n'en fait jamais assez. Il va falloir qu'on reprenne tous les produits qui nous manquent, sur les 9000 produits que nous consommons, industriels, agricoles, il y en a 6000, on est déficitaire. Donc il faut prendre produit par produit, puis remonter des usines. Donc c'est un travail de titan. C'est un travail d'ailleurs de toute la société. C'est vrai qu'il y a l'argent, puisque le plan de relance, et je veux remercier le plan de relance, parce que le plan de relance finance en partie, y compris aussi notre casserie, notre usine. Alors pourquoi ? Il faudrait qu'on multiplie par 10 ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on veut avoir une chance de retrouver un niveau, j'allais dire, d'activité en France. Ça veut dire qu'il y a un manque d'ambition. Doit produire beaucoup plus par rapport à ce qu'on consomme. Il y a un manque d'ambition à ce niveau-là ? C'est l'impression que vous avez ? Je pense que la méthodologie bureaucratique ne fonctionne pas tellement, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire que vous passez votre temps à faire à passer sous les fourches codines de jurys, d'appels d'offres, d'appels à projets. En fait, il faut que les entrepreneurs, aujourd'hui, qu'il y ait un mouvement national d'entrepreneurs, soutenus par l'État, soutenus par les régions, soutenus par tout le monde d'ailleurs, tous les territoires, les gens, qui décident de monter des boîtes. En fait, on doit remonter toutes les boîtes qui ont disparu et qu'on a perdues. Ça va être un boulot de 10 ans. Et c'est un travail transpartisan, vous voyez, je veux dire, c'est pas tel gouvernement plutôt que tel autre, d'ailleurs, le sujet. Non, mais la question, la volonté c'est que politique, tout le monde, elle est importante également. C'est le rôle du gouvernement. D'impulsion. C'est le rôle du gouvernement de montrer le chemin et de dire, voilà, on doit le faire de façon encore plus amplifiée que ce que nous faisons déjà. Ce qui se fait là, c'est bien. Franchement, on est content. Mais on est très loin du compte par rapport à ce chantier immense qu'il faut ouvrir. Est-ce que vous croyez en la volonté réelle d'Emmanuel Macron de relever ce défi de la réindustrialisation et de la souveraineté alimentaire ? Il le fait, vous avez l'impression, par conviction ou juste parce que c'est un peu dans l'air du temps, notamment sur la question du Made in France, sur la localisation ? Il s'est réveillé tard, parce que ça fait 10 ans bientôt qu'il est au pouvoir. Il m'a remplacé en 2014 au ministère de l'économie. Oui. Donc ça fait quand même du temps. Il a eu le temps quand même de prendre la mesure. Donc je trouve que il s'est réveillé tard, mais ça a le mérite d'exister. Donc c'est un point d'appui important maintenant sur lequel on peut avancer. Le retour du nucléaire, c'est une décision positive, mais enfin, il y a encore 2 ans, on fermait les réacteurs, on a arrêté Astrid. Je demande d'ailleurs qu'on réouvre le projet de construction d'Astrid, notre réacteur à neutrons rapides, qui est un point très important pour nous débarrasser des déchets nucléaires issus du parc nucléaire existant, vider la piscine de La Hague. Mais c'est aussi le moyen d'être, bien sûr, indépendant sur le plan d'uranium, mais technologiquement à la hauteur des Russes, des Chinois et des Américains, comme nous l'avons toujours été, d'ailleurs. Donc il faut reprendre cette course technologique et se remettre dans la course après l'avoir indûment interrompue. Donc vous voyez, il y a aussi des décisions qu'on paye encore. Je suis allé devant la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, on m'a posé des questions, j'ai répondu, j'ai dit il y a eu beaucoup d'erreurs, Fessenheim, les fermetures de réacteurs et la fin d'Astrid. Fessenheim c'est fini, on peut pas y revenir malheureusement, mais Astrid on peut. Vous parliez justement de cette concurrence face notamment aux Américains. Justement, vous avez adressé une lettre fin mars au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Vous lui avez demandé d'interdire la cession d'une entreprise française, PME de 80 salariés, spécialisée en l'occurrence dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Cession qui devait en l'occurrence aller aux Américains. Est-ce que vous avez une réponse déjà du ministre de l'économie ou pas ? Alors, d'abord, on a fait un tout petit peu plus que lui demander d'interdire. On lui a dit, nous, on a une proposition de rachat. Oui. Parce qu'on s'est associé avec Otium Capital et nous sommes en mesure... Vous êtes positionné. Oui, on est en mesure... Non, mais c'est très bien de critiquer, mais c'est quand même mieux d'apporter une solution. Donc, on vient avec une solution. Alors, les informations qui me sont venues de façon confidentielle du gouvernement montrent que, je crois, le gouvernement est sur le bon chemin pour bloquer cette partie de la vente.
et faire en sorte que ça reste en France. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, est-ce que ce sera nous, pas nous? Ça n'a d'une certaine manière pas tant d'importance que cela. L'essentiel, c'est qu'il y ait eu un réveil et que les bonnes décisions soient prises. En tout cas, cette entreprise fait partie de la base industrielle et technologique de la défense nationale. Donc, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le civil nucléaire, mais aussi le militaire. C'est-à-dire nos engins à propulsion nucléaire embarqués qui utilisent des pièces venant de cette entreprise. C'est-à-dire que vous avez l'impression, en tout cas, via cet exemple, qu'il y a une forme de bascule, qu'on arrête finalement de brader d'une certaine manière. On a perdu. Nos fleurons. On a perdu, excusez-moi. Alstom, Technip, Alcatel, Lafarge, écoutez. La liste est longue, Donc là, on parle d'une PME de 15 millions de chiffre d'affaires. Là, je vous parlais de centaines de milliards. Donc, tout ce qu'il va falloir remonter est considérable. Donc, les dégâts sur les 10 dernières années, et même avant, parce que ArcelorMittal, c'est pas brillant, c'était Péchinet qu'on a perdu, ça c'était Chirac. Franchement, c'est pas brillant. Donc, il faut maintenant reconstruire tout ça, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire. En ce qui concerne la renationalisation d'EDF, là-dessus, vous en réjouissez? En tout cas, je préfère que EDF... de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'aujourd'hui, EDF est en grave difficulté financière. Donc, on nationalise toujours quand on a des difficultés financières, et on reprivatise quand ça va bien. Donc, je préférerais que parfois, on puisse avoir d'autres réflexes. Néanmoins, aujourd'hui, le Parlement a pris une décision empêchant le démantèlement d'EDF. Donc, moi, je suis pour, d'ailleurs, qu'on recommence à fusionner avec Enedis, et qu'on puisse en quelque sorte, et RTE, qu'on puisse reconstituer l'EDF qu'on a eu après-guerre qui marchait très bien, qui maîtrisait le nucléaire, qui maîtrisait l'hydraulique. Nos barrages ne sont pas à vendre, et je suis pour par ailleurs qu'on se déconnecte financièrement du système de formation des prix sur le marché européen, qui aujourd'hui étrille les entreprises, les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se défendre, et qui se retrouvent avec des factures multipliées par 30, parfois par 40, et qui sont au bord du dépôt de bilan devant les tribunaux de commerce. C'est ce que demande notamment Marine Le Pen, le Rassemblement national. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui constate la réalité. Il y a vous avez des pétitions sur Internet de milliers, de dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont aux abois. J'ai des coups de fil, les gens me disent, s'il vous plaît, ils m'appellent moi au secours. Je dis, je suis pas le ministre. Alors je suis allé voir les ministres qui me disent, on s'en occupe. Mais il ne se passe rien sur le terrain. Donc, cette affaire est très importante. Donc, comme je suis sur votre micro... Vous en profitez, vous avez raison. Je me permets de lancer un appel, signer les pétitions, parce qu'ils pensent que ça va passer crème, cette affaire. Et que, écoutez, j'ai une petite entreprise, elle est passée de 1 000 € par mois à 38 000. Mais c'est un drame. Quand le patron de Michelin, au mois de novembre, dit devant, j'allais dire presque une assemblée publique à Clermont-Ferrand, que sa facture électrique est passée de 250 millions à 1 milliard 250, et que si ça continue comme ça, il va déménager Michelin hors de France, je crois qu'il y a un problème. Ça pourrait permettre de redonner d'une certaine manière une confiance aux politiques. On sait que c'est compliqué en ce moment. Non, mais il n'y a rien de compliqué. Les Espagnols et les Portugais... La situation en tout cas... Il n'y a rien de compliqué pour faire ça. Les Espagnols et les Portugais, ils sont déconnectés de la formation du prix, puisqu'on a indexé les contrats de gros d'électricité sur le prix du gaz. C'est une folie. Voilà. Et on l'a laissé faire. Les Espagnols et les Portugais, ils sont pas idiots. Ils sont déconnectés et ils ont des prix d'électricité acceptables. Voilà. Arnaud Montebourg, entrepreneur, cofondateur donc de la Compagnie des Amandes, ancien ministre de l'économie. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et très bonne journée à vous. Allez, 8h33 sur Sud Radio. Restez bien avec nous dans un instant. La revue de presse. Hashtag on en parle avec Maxime Trouleau. Et puis vous nous appelez 0826 300. On débat avec Françoise Degois, avec Éric Revel. Restez bien avec nous.